l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il y a bien un moment, cette maison, il faudra la payer quand on est l'acheteur. Et il y a bien un moment, cette maison, on voudrait en recevoir les sous quand on est le vendeur. Et comment est-ce qu'on finance? Soit eh bien, on a l'argent de côté, c'est très bien, mais dans l'immense majorité des cas, eh bien, on procède à un crédit. Alors, avant de commencer, de grâce, renseignez-vous sur votre capacité d'emprunt si vous devez avoir recours au crédit. Dans l'emprunt, on ne peut pas rembourser plus d'une certaine partie des revenus que l'on perçoit tous les mois. Et donc, c'est vraiment extrêmement important, avant de commencer à aller visiter des maisons, avant de commencer à avoir un coup de cœur pour une maison que vous adorez, la première chose à faire, c'est de prendre rendez-vous avec son banquier et de vérifier quels sont les montants que vous pouvez emprunter. Jusqu'où est-ce que vous pouvez aller? N'hésitez pas à établir un budget. Donc, vérifiez ce que vous possédez comme épargne propre que vous avez envie d'investir dans l'acquisition immobilière. Et 2, vérifiez bien auprès de la banque quels sont les montants que vous pouvez emprunter. Et puis, une fois que vous vous êtes lancé, n'hésitez pas à faire votre shopping bancaire. Ce n'est pas parce que vous êtes client dans la même banque depuis vos 12 ans qu'ils vont spécialement vous faire un cadeau. Beaucoup sont d'ailleurs très souvent déçus avec avec les comportements de leur banque. Ils disent « ça fait 12 ans que j'ai mon épargne là-bas et ils ne veulent même pas de moi ». Mais peut-être que pour cette banque-là, vous n'avez pas un bon profil. Mais finalement, il y en a des tas d'autres qui sont prêtes à vous accueillir. Et puis, vous devez savoir que les banques ouvrent le robinet et ferment le robinet un petit peu en fonction de moments qu'elles décident. Et donc, dans certains cas, eh bien, c'est une banque Y qui va vous faire des exceptionnelles conditions, tandis que votre banque habituelle vous fera des conditions complètement pourries. Et puis, quelques mois plus tard, on va se rendre compte que la banque Y, elle a fermé le robinet, c'est la banque X qui a recommencé à faire de très bonnes conditions. Et donc, il ne faut surtout pas hésiter à faire du shopping bancaire et à vérifier quelle est la banque qui vous offre le meilleur taux, les meilleures conditions. Il ne faut quand même pas oublier que finalement, un crédit, vous allez payer ça sur de nombreuses années. Dans l'absolu, c'est quelque chose qui peut coûter assez cher. Et donc, faites du shopping bancaire. N'hésitez pas, vous gagnerez beaucoup d'argent. Et cet argent-là, vous pourrez l'investir soit dans la maison plus tard pour des travaux, soit pour une vie un petit peu plus confortable. Alors, donc, vous avez compris que la condition de crédit est un élément essentiel. Elle n'est pas automatique. Donc, si vous ne la mentionnez pas, vous pouvez tomber sur un vendeur qui vous dit « Vous m'avez fait offre pour 120 000 € pour mon bien. Eh bien, vous avez fait offre, c'est fait, c'est bon, je l'accepte, c'est bon, c'est terminé. » Et donc, si par hasard, après, vous avez un petit souci avec le crédit, c'est évidemment embêtant. Et même comme vendeur, soyons clairs, même le vendeur peut avoir intérêt à ce qu'il y ait une condition suspensive de crédit, parce que si le vendeur se retrouve avec un acheteur qui n'a pas mis de condition suspensive de crédit et qui n'a malheureusement pas son crédit, on se retrouve bloqué avec une opération qui ne va pas aboutir, qui va mettre tout le monde à mal et qui va certainement, en tout cas, prendre un certain temps à se régler. Et donc, dans la pratique, la condition suspensive, en tout cas en région wallonne, on va le dire comme ça, est devenue systématique, mais elle n'est pas légale. C'est-à-dire que si on ne l'insère pas, eh bien, elle ne va pas se retrouver dans les compromis automatiquement. Donc, pensez, ceux qui font une offre, à la mentionner sous condition et à préciser éventuellement le montant en disant une condition en général admise, c'est celle du prix d'achat. Donc aujourd'hui, les banques, vous savez, prêtent assez difficilement plus que le prix d'achat. Vous achetez 120 000, vous mettez une condition de 120 000, valable par exemple 20 jours, 21 jours, un mois, et donc vous précisez ça dans votre offre. C'est assez simple. On rappelle évidemment que vous devez être attentif à la durée des offres de crédit. C'est aussi un élément parfois qui pose difficulté, surtout dans des taux qui sont relativement bas comme ceci, et ce sera encore plus délicat quand les taux un jour vont remonter, c'est que vous vous retrouvez avec une offre qui est valable par une banque 2 mois, alors que vous venez de signer votre compromis et que vous courez à la banque parce que vous êtes super enthousiaste et que la banque vous délivre un nouveau crédit de valable 2 mois en disant « d'ici 2 mois, vous devez avoir constitué les garanties ». En français, vous devez donc avoir acheté le bien. Sauf que dans le compromis, on a mis 4 mois. Et que peut-être votre vendeur, il est toujours dans le bien et qui dit « mais moi, il n'est pas question que je parte avant mes 4 mois ». Et donc, c'est le genre de question qui peut se poser, question auxquelles il faut être attentif, en particulier à partir du moment où les taux seront à la hausse, parce que je vous garantis qu'à ce moment-là, les conditions de crédit seront encore plus courtes qu'elles ne le sont aujourd'hui, puisqu'évidemment, les banques n'ont pas envie de garantir des taux faibles trop longtemps, sachant qu'après, ils peuvent passer à des taux plus élevés. Donc, il faut être vigilant à cette question-là, éventuellement l'inclure dans le compromis sur la durée.
N'hésitez pas à demander aux banques, pour être absolument certain de ce vers quoi vous allez, un tableau d'amortissement qui indique donc le montant total des intérêts et la durée de votre remboursement, ainsi que les frais d'expertise et les frais de dossier. C'est souvent une mauvaise surprise qu'ont les gens dans le montant qu'ils empruntent. Finalement, au moment où la banque va libérer les fonds, donc vous empruntez par exemple une somme de 100 000 euros, vous vous dites, bien, la banque va verser chez le notaire le montant du crédit, 100 000 euros, et puis moi je rajouterai donc les frais d'enregistrement, frais d'acte et honoraires notariés. Et puis finalement, vous vous rendez compte que la banque n'a versé que 98 000 euros. Et pourquoi? Parce que la banque a pris des frais de dossier, parce que la banque a payé l'expert qu'elle a diligenté, enfin qu'elle a exigé que vous diligentez, parce qu'on a aussi payé une prime d'assurance vie, parce que très souvent, quand on contracte un crédit, les banques veulent avoir une assurance sur le reste tendu. C'est une assurance qui couvre le risque de votre décès. Si jamais vous venez à décéder pendant le paiement du crédit, eh bien, il y a une assurance qui intervient et qui paye tout ou partie du solde devant encore être remboursé. Et donc, tout ça a un certain coût, et c'est un coût que vous devez prendre en compte. Donc, comme je le disais au début, avant de vous lancer, vérifiez bien la finance. Et la finance, ce n'est pas uniquement le prix. La finance, c'est d'une part sa capacité financière, c'est le coût du crédit en lui-même, et puis, et ça on le verra un petit peu plus tard, les coûts liés à l'acquisition en tant que telle.